Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Joining me now is NBC News senior Supreme Court reporter Lawrence Hurley. So, Lawrence, what did the justices say in their ruling? Certaines décisions judiciaires se distinguent non seulement par leur contenu, mais aussi par la manière dont elles modifient la dynamique entre les pouvoirs de la République. Début janvier 2025, une décision rendue par un tribunal fédéral du district sud de Floride a changé le cours de l'un des procès les plus sensibles en cours aux États-Unis. Ce qui a été rendu public ce jour-là n'était ni une nouvelle accusation, ni une déclaration politique, ni une rupture institutionnelle visible. À première vue, il s'agissait simplement de la divulgation d'une série de documents qui étaient jusqu'alors sous le sceau du secret judiciaire et qui étaient liés à l'enquête fédérale menée par le procureur spécial Jack Smith sur le stockage et l'utilisation abusive de documents classifiés par le président Donald Trump. Cependant, le contenu révélé et la rapidité avec laquelle divers acteurs institutionnels ont réagi indiquent que cet épisode a dépassé le cadre habituel de ce type de procédure. En moins de 24 heures, des dirigeants de partis politiques, des membres de commissions de contrôle législatif et même des personnalités historiquement réservées se sont exprimés en des termes inhabituellement clairs sur la gravité des informations rendues publiques. Les répercussions de l'incident ne se sont pas limitées à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La décision du juge d'autoriser la divulgation complète d'extraits auparavant confidentiels a révélé non seulement les faits mis au jour au cours de l'enquête, mais aussi les critères selon lesquels les enquêteurs ont interprété et classé ces preuves. Cela signifie que, outre les informations elles-mêmes, la logique juridique sur laquelle reposait l'hypothèse d'un crime a également été révélée et peut désormais être examinée par les membres du Congrès, la presse spécialisée et la communauté juridique dans son ensemble. Ce qui rend cet incident si inhabituel, ce n'est pas la simple levée du secret, mais le moment politique et institutionnel où cela s'est produit. Il s'agit d'un président en exercice, et non d'un ancien chef d'État. La procédure ne concerne pas des mandats passés, mais des documents qui ont été conservés, traités et peut-être dissimulés pendant le mandat actuel du président. Dans des circonstances normales, de telles procédures sont menées avec retenue, dans le respect des procédures techniques et des délais procéduraux. Cette fois-ci, le rythme était différent. La divulgation a eu lieu immédiatement, après que le ministère de la Justice ait demandé au tribunal, par le biais de requêtes formelles, de transmettre les résultats de l'enquête au pouvoir législatif. L'examen préliminaire par le Congrès, effectué par un petit groupe de députés et de conseillers juridiques, a été mené en un temps record. Quelques heures seulement après l'accès au contenu, des déclarations publiques contenant un élément inhabituel ont circulé. Des références explicites à la possibilité de poursuites pénales immédiates. Ce type de réaction n'est généralement ni spontané, ni impulsif. Dans le milieu législatif, même dans les affaires très médiatisées, on a tendance à faire preuve de retenue dans les premières réactions publiques. Dans ce cas, cela n'a toutefois pas été le cas. Le schéma habituel a été rompu, et le système a réagi de manière visiblement accélérée. Des parlementaires du Parti démocrate, comme le député Jamie Raskin, ont rapidement pris position, affirmant que les informations consultées nécessitaient une réaction plus rapide que ce qui est habituellement le cas dans les procédures d'enquête. Le discours était soigneusement formulé, mais contenait une pression politique évidente. Raskin, qui siège dans des commissions ayant un accès privilégié à des documents sensibles, a déclaré que le contenu révélé ne pouvait être traité comme une simple non-conformité administrative. Le contenu de la déclaration a été soutenu de manière inhabituelle par des personnalités du Parti républicain, dont la sénatrice Lisa Murkowski, connue pour ses positions modérées. Murkowski a publié sur ses canaux officiels que les documents scellés ne doivent pas servir de bouclier pour protéger des comportements incompatibles avec les principes républicains. Le choix des mots, bien que prudent, suggère que les limites institutionnelles ont été dépassées au-delà de ce que l'environnement politique est habitué à tolérer. L'enjeu n'est donc pas seulement le contenu des documents, mais aussi l'impact que leur divulgation pourrait avoir sur le fonctionnement des pouvoirs exécutifs, judiciaires et législatifs. Alors que le président poursuit son programme officiel et tente de mener à bien des projets d'infrastructure et de sécurité nationale, le cœur institutionnel du pays,
fonctionne désormais sous la pression d'une nouvelle instabilité. Il s'agit d'un chevauchement rare. Une présidence en exercice, confrontée ouvertement à des éléments issus d'enquêtes menées sous la supervision directe de l'État, avec l'accord des tribunaux fédéraux et sous le contrôle législatif multipartite. Cette convergence des niveaux fait de cet épisode plus qu'un simple chapitre supplémentaire dans la longue histoire des confrontations entre Trump et le système judiciaire. Elle prend les contours d'un tournant institutionnel. En termes de gouvernance, cela signifie que toute tentative de progrès législatif pertinent pourrait désormais être examinée dans le contexte de la crise actuelle. La tension ne se limite plus au domaine juridique. Elle s'étend aux commissions du Congrès, aux bureaux des partis, aux rédactions des grands journaux et aux cercles diplomatiques qui suivent de près les événements à Washington. Il règne une atmosphère d'incertitude, non pas en raison d'un verdict définitif, mais parce que le processus d'enquête lui-même, en devenant transparent, a contraint les acteurs institutionnels à se repositionner publiquement. Le système, dans ses multiples instances, a été contraint de réagir non pas sous la pression de groupes extérieurs, mais sous l'effet d'informations produites au sein même de ces structures formelles. Et cela est rare dans la politique américaine actuelle. L'histoire des documents secrets détenus par le président circulait déjà depuis des mois, mais la publication des analyses internes du ministère de la Justice semble avoir fait de cette histoire un véritable moyen de pression. Les répercussions sont encore incertaines, et beaucoup dépendra de la manière dont les dirigeants des partis et les organes de contrôle organiseront les prochaines étapes. Le fait est toutefois qu'une nouvelle phase a commencé, et cette fois-ci, il n'y a plus de place pour la commodité du secret. Le scénario continue d'évoluer, et les éléments disponibles indiquent que le débat institutionnel s'est intensifié. Sur cette chaîne, nous suivons chacun de ces rebondissements avec une attention éditoriale constante, précisément parce que nous comprenons que tous les mouvements importants ne se déroulent pas sous les feux de la rampe. Certains des moments les plus décisifs dans les démocraties se déroulent en coulisses, lorsque les archives sont rendues publiques et que les systèmes doivent montrer comment ils réagissent. C'est dans ce contexte que l'implication directe du ministère de la Justice prend une autre dimension. Dès le début de l'enquête, l'action de Jack Smith, désigné comme procureur spécial pour mener les investigations liées au traitement des documents confidentiels, indiquait déjà que le gouvernement cherchait à monter un dossier avec un soutien technique et une autonomie procédurale. Cependant, la demande formelle faite par le ministère lui-même, en janvier 2025, afin que les conclusions de l'enquête soient communiquées au Congrès, a marqué un changement de stratégie. Il ne s'agissait plus seulement de préserver l'intégrité de l'enquête, mais de permettre aux autres pouvoirs de prendre connaissance de ce qui avait été établi jusqu'alors. Ce mouvement, à lui seul, a modifié la position de l'exécutif par rapport à l'affaire. En transférant une partie du contenu à l'appréciation du législatif, le ministère de la Justice a élargi la portée politique du processus et a permis au Congrès d'agir non seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'agent de réponse institutionnelle. À partir de ce moment, ce qui était auparavant interprété comme une impasse entre l'enquête et la défense a été perçu comme un défi systémique. La logique du secret, qui pendant des mois a préservé la confidentialité des rapports, a été remplacée par la logique de la divulgation. Cela a modifié le rôle de chaque acteur impliqué. En acceptant la demande de divulgation, le pouvoir judiciaire a assumé la responsabilité de valider la nécessité de la transparence. En accédant au contenu et en y réagissant, le Congrès a été considéré comme co-responsable de la manière dont la crise serait gérée. Et l'exécutif, bien qu'il dispose toujours du pouvoir d'initiative, s'est trouvé confronté à des informations provenant de ses propres structures. L'équilibre entre les pouvoirs a été temporairement déstabilisé, non pas par une ingérence extérieure, mais par un flux d'informations générées en interne et divulguées conformément aux mécanismes légaux de contrôle. Dans ce scénario, le rôle du Congrès n'est pas seulement passif, il comprend des compétences formelles qui peuvent être mobilisées en fonction de l'interprétation qui est faite du matériel reçu. Les commissions permanentes, telles que celles de la justice et de la supervision et de la réforme gouvernementale, ont le pouvoir de convoquer des audiences, de demander de nouveaux documents et de suggérer des mesures législatives ou des renvois au ministère public. Des discussions sont également en cours sur la création éventuelle d'un comité spécial à mandat temporaire chargé de systématiser le contenu des enquêtes et de présenter un rapport technico-politique. Bien qu'il n'y ait pas encore de confirmation officielle de la mise en place de ce comité, le simple fait que des parlementaires des deux partis envisagent cette possibilité indique déjà que la situation a rompu
avec le traitement habituel réservé à des cas similaires. Un autre élément qui contribue à faire monter la tension institutionnelle est l'historique des tensions accumulées entre la présidence et le système de contrôle législatif. Depuis le début de son deuxième mandat, le gouvernement se heurte à une résistance croissante pour faire adopter les projets centraux de son programme. La divulgation des documents intervient donc à un moment où la capacité de coordination est faible et dans un contexte de fragmentation partisane. Même avant la crise actuelle, le gouvernement fonctionnait déjà dans un contexte de forte usure politique. Aujourd'hui, avec une partie du Congrès adoptant une posture d'enquête, sa marge de manœuvre est encore plus réduite. La perception que le gouvernement pourrait devoir répondre à des accusations formelles pendant son mandat modifie la nature des relations entre l'exécutif et le législatif, y compris dans les votes qui ne sont pas directement liés à la crise. En outre, les archives publiques des délibérations judiciaires indiquant que la décision de divulguer les documents était fondée non seulement sur le droit à l'information, mais aussi sur la conviction que les preuves recueillies pourraient avoir des implications constitutionnelles plus larges. Les juges fédéraux ont fait valoir, dans des extraits du jugement de divulgation, que l'intérêt public pour le contenu de l'enquête l'emportait, à ce moment-là, sur les risques d'une divulgation prématurée d'éléments qui n'avaient pas encore fait l'objet d'une procédure judiciaire. Ce raisonnement juridique renforce l'idée que la divulgation n'était ni impulsive ni exceptionnelle. Elle a suivi des critères établis et a pris en compte les effets systémiques possibles de la mesure. En ce sens, la décision du pouvoir judiciaire n'a pas seulement autorisé une action ponctuelle, mais a redéfini la norme de transparence dans les enquêtes ayant un impact institutionnel direct. La communauté juridique, quant à elle, a lancé des débats publics et internes sur les implications possibles de ce qui a été révélé. Des universités, des centres de recherche en droit constitutionnel et des associations de magistrats ont commencé à organiser des tables rondes et à publier des notes techniques sur le contenu des documents et sur la jurisprudence qui pourrait en découler. L'analyse préliminaire des extraits divulgués suggère que, outre les questions relatives à la détention illégale de documents, il existe des indices de comportement associés à l'entrave à la justice et à l'utilisation stratégique d'informations sensibles. Il est encore trop tôt pour déterminer si ces comportements constituent des crimes passibles de poursuites pénales immédiates. Mais la simple présence de ces indices a suffi à déclencher les mécanismes institutionnels de vérification. L'évolution de l'affaire ne dépend donc pas seulement de la volonté politique d'un groupe spécifique, mais de la manière dont les différents acteurs institutionnels se positionneront face aux éléments rendus publics. Le système politique américain, bien que résistant aux ruptures brutales, réagit avec une rapidité croissante lorsqu'il se rend compte que la crédibilité des institutions est mise à l'épreuve de l'intérieur. Il ne s'agit pas, à ce stade, de prévoir une conclusion. Il s'agit plutôt de suivre les signes de réorganisation du champ institutionnel, qui se manifestent simultanément au niveau juridique, législatif, médiatique et universitaire. Cette accumulation de réponses indique que le système est en phase d'adaptation, cherchant à redéfinir ses paramètres de fonctionnement face à un scénario qui a défié d'une manière sans précédent les limites habituelles du contrôle politique et judiciaire. Ici, notre engagement éditorial reste centré sur l'observation attentive de ces mouvements. Nous comprenons qu'il n'est possible d'interpréter correctement les développements que si l'on comprend la nature interdépendante des mécanismes institutionnels. C'est pourquoi nous continuons à suivre chaque articulation, chaque note technique et chaque déclaration, avec la rigueur nécessaire à une couverture véritablement contextualisée. La publication autorisée de documents auparavant classifiés a donné lieu à une multitude d'interprétations qui échappent à toute synthèse définitive. Le contenu révélé est suffisamment vaste et ambigu pour soutenir des points de vue divergents sur la nature des actes commis, leurs motivations sous-jacentes et les effets qu'ils peuvent avoir dans le domaine institutionnel. Certains analystes adoptent une lecture qui les qualifie de déviation procédurale ou de défaillances administratives, soulignant l'absence d'éléments objectifs caractérisant une intention frauduleuse. D'autres juristes soulignent des passages dans lesquels le refus actif de se conformer aux décisions judiciaires constitue un indice clair d'une tentative d'obstruction délibérée, ce qui peut caractériser un crime fonctionnel ayant des implications directes dans la sphère pénale. La divergence entre ces interprétations ne résulte pas seulement des lacunes ou de la complexité des informations divulguées, mais aussi de la manière dont elles résonnent dans un environnement politique déjà tendu par la méfiance mutuelle et les alignements idéologiques préétablis. Dans de tels contextes,
l'ambiguïté cesse d'être un sujet de doute et devient un catalyseur d'interprétations contradictoires. Malgré cela, un facteur distingue cet épisode de tant d'autres. La réaction initiale a montré, au moins ponctuellement, un consensus inhabituel entre des secteurs opposés du spectre politique. Même si elles sont motivées par des raisons différentes, les manifestations simultanées d'inquiétude indiquent que l'affaire touche des nerfs institutionnels suffisamment sensibles pour générer des réponses qui ne s'alignent pas automatiquement sur les pôles partisans. À l'heure actuelle, le débat se concentre sur 3 dimensions qui, bien qu'interconnectées, exigent des réponses logiques distinctes. La première concerne la possibilité de tenir formellement responsable un président de la République en exercice lorsque des indices consistant de comportements illégaux apparaissent. Les experts divergent quant à l'étendue de la protection fonctionnelle garantie par l'ordre juridique. Alors que certains soutiennent que le chef de l'exécutif ne peut être poursuivi pénalement qu'après la fin de son mandat ou par destitution via une procédure de destitution, d'autres défendent que la gravité des faits peut justifier, voire, des mesures judiciaires préventives pendant l'exercice de ses fonctions. L'absence de jurisprudence consolidée sur des cas similaires augmente la marge d'incertitude. La deuxième dimension concerne la réponse que doit adopter le Congrès national face à la situation révélée. Pour certains parlementaires, la simple divulgation des données exige la création immédiate d'une instance d'enquête propre, dotée de pouvoirs réglementaires pour convoquer et demander des preuves. Pour d'autres, la prudence doit prévaloir, au risque que des initiatives précipitées compromettent à la légitimité du processus, surtout si des éléments venant remettre en cause l'intégrité des documents ou de la chaîne de conservation apparaissent. L'impasse ne porte pas sur la gravité des informations, mais sur le moment et la forme appropriée pour y réagir sans transformer l'épisode en un nouveau vecteur de polarisation institutionnelle. La troisième dimension, peut-être la plus sensible, est l'impact politique concret que l'affaire a déjà sur le quotidien du gouvernement fédéral. Bien que les structures administratives continuent de fonctionner, il y a des signes évidents de recul dans les initiatives stratégiques. Les propositions législatives, précédemment articulées, ont perdu de leur élan. Les déclarations officielles sont devenues moins fréquentes et les interlocuteurs habituels de la base alliée ont commencé à faire preuve d'une prudence distante. Les analystes identifient ce mouvement comme le reflet immédiat de l'érosion de la confiance interne, qui pourrait s'intensifier à mesure que de nouvelles informations viendront s'ajouter au débat public. Lorsque le silence s'impose avant même toute pression directe, cela indique généralement que les tensions sont absorbées par les rouages invisibles de la politique institutionnelle. Le scénario qui se dessine à partir de ces 3 fronts de tension est fluide et dépend de la manière dont les acteurs centraux du système politique se positionneront. Une réaction coordonnée entre le Congrès et le pouvoir judiciaire pourrait accélérer le processus d'enquête et offrir au public une réponse plus solide, même si elle comporte des risques de conflit entre les pouvoirs. En revanche, une stratégie d'isolement de la part de l'exécutif, fondée sur le déni systématique ou la tentative de délégitimer les institutions qui exigent des explications, tend à générer une escalade de la méfiance mutuelle et à provoquer des ruptures plus importantes. D'autre part, il existe encore la possibilité d'une recomposition institutionnelle, si le gouvernement adopte une attitude plus ouverte au dialogue et à la coopération procédurale. Cette dernière voie, bien que plus difficile à court terme, pourrait offrir des pistes pour reconstruire la stabilité perdue. Dans ce contexte, la figure présidentielle occupe une place paradoxale. D'une part, elle reste investie de tous les pouvoirs et prérogatives constitutionnelles. D'autre part, elle voit son capital symbolique progressivement érodé par un discours public qui n'a pas encore atteint son point de saturation. Le risque principal réside dans le fait que, tandis que les institutions discutent des limites de la responsabilité, l'exécutif continue de prendre des décisions d'envergure nationale, dans un contexte de légitimité de plus en plus contesté. Cela fait de l'équilibre entre la prudence institutionnelle et la réponse proportionnée l'un des plus grands défis auxquels le système politique a été confronté au cours des dernières décennies. Il est important de souligner que les épisodes de ce type, dans lesquels des documents sensibles sont rendus publics par décision judiciaire pendant un mandat présidentiel, restent rares dans l'histoire récente. Plus inhabituel encore est le déclenchement de réactions simultanées sur différents fronts institutionnels sans coordination préalable évidente. Ce facteur confère à la situation actuelle une valeur analytique particulière, car il permet d'observer le comportement des rouages du système dans une situation de pression interne, sans la présence d'éléments exogènes pouvant être utilisés comme justification. Il s'agit donc d'un moment d'introspection institutionnelle. Ce qui est mis à l'épreuve,
ce n'est pas seulement la robustesse des normes juridiques, mais aussi la capacité de la culture politique à répondre de manière responsable et proportionnée à un défi de cette ampleur. La manière dont chaque pouvoir conduira ses prochaines étapes servira d'indicateur non seulement de la solidité de ses convictions démocratiques, mais aussi de sa capacité à fonctionner sous tension. La retenue, la transparence et le respect de la procédure régulière seront décisifs pour éviter que la crise ne se transforme en rupture. Nous continuerons à suivre le déroulement des événements avec l'attention et le soin que la gravité du moment exige. Notre rôle reste centré sur l'analyse approfondie, le suivi minutieux des procédures formelles et l'interprétation des réponses institutionnelles à la lumière de leur impact collectif. Car c'est dans les zones d'ombre de la vie démocratique que se définissent, de manière durable, les contours de son intégrité. Et chaque nouvel événement soulève une question silencieuse. Dans quelle mesure le système est-il capable de se maintenir uniquement avec les outils qu'il a lui-même construits ?